Mathias nous a présenté une synthèse d'un programme de recherche abouti. Moi, ça va plutôt être un autre format, puisque c'est plutôt une recherche en cours, en tout cas en train d'aboutir. Et plus précisément, ce que je vais vous présenter, c'est un dossier sur lequel je travaille donc depuis 1 ou 2 ans, autour des archives de la police des pêches, dont j'essaie de proposer une approche qui serait attentive aux usages faits par les acteurs de tout un ensemble d'écrits qu'on va retrouver dans ces archives, et en particulier des requêtes, des rapports d'enquête, et enfin des récits d'expériences de pêche réalisés en mer ou sur les rivages par des gens qui vont avoir tendance à se présenter comme des sortes d'experts en matière de pêche. Et l'enjeu commun à tous ces écrits, ces requêtes, ces enquêtes et ces expériences, c'est la question de la régulation des pêches et des bonnes mesures de police à prendre pour parvenir à exploiter la mer, tout en assurant ce que les contemporains appelaient la conservation des espèces, autrement dit pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une exploitation durable, soutenable de la ressource. Évidemment, ces termes sont anachroniques. Pour parvenir à cette conservation des espèces, il importe de ne pas nuire à la propagation du poisson. Là encore, c'est un terme utilisé par les contemporains. Et pour ne pas nuire à la propagation de ce poisson, de respecter tout un ensemble de prescriptions qui vont consister principalement à déterminer les zones ou les périodes où la pêche peut être pratiquée, les types et la facture des techniques qui peuvent être utilisées, et enfin les catégories de poissons qui peuvent être capturés, l'idée étant notamment d'épargner ce qu'on appelle le frai et les juvéniles, autrement dit les poissons qui n'ont pas encore atteint la maturité, et qui sont, pour reprendre un auteur du XVIIIe siècle, le principe des générations futures et l'unique espoir des pêches à venir. Et pour l'essentiel, donc aujourd'hui, ma présentation va porter sur une source en particulier et sur un objet, à savoir ces récits d'expérience que je viens d'évoquer, et à partir desquels je voudrais essayer de reconstituer tout un ensemble de savoirs naturalistes, techniques et juridiques, engagés par la pratique de la régulation environnementale de la mer, telle qu'on peut l'observer en France entre la fin du XVIIe et la fin du XIXe siècle. Alors j'en viens tout de suite au premier temps de cette présentation, qui va consister à contextualiser ces expériences dont je vous ai déjà parlé, dont je reparlerai dans un deuxième temps, et les contextualiser en repartant de la manière dont se fabrique concrètement la réglementation sur les pêches au cours de cette période. Autrement dit, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment on produit des normes, et en l'occurrence des normes pour réguler l'accès et l'utilisation d'une ressource naturelle. Alors si on laisse de côté la période révolutionnaire, on peut identifier entre la fin du XVIIe siècle et la deuxième moitié du XIXe une succession de 5 grandes phases de réforme ou de tentatives de réforme de la police des pêches, ayant abouti à chaque fois à une refonte plus ou moins globale des mesures de police qui étaient précédemment en vigueur, en sachant que les deux monuments législatifs qui encadrent la période que j'étudie, c'est tout d'abord l'ordonnance de la marine de 1681, qui constitue la première entreprise vraiment ambitieuse de réglementation de la pêche à l'échelle nationale, et d'autre part les décrets-lois du 4 juillet 1853, donc qui sont précisés tout en bas de ma diapositive. Donc d'autre part, ces décrets de 1853. En sachant évidemment qu'il s'agit là d'une vision partielle, puisque c'est une vision depuis le sommet de l'État en quelque sorte, et donc une vision très légicentrée qui laisse dans l'ombre tout un ensemble d'usages et de mesures suivis ou pris à l'échelle des communautés, notamment dans le cadre de juridictions locales qui avaient pour but de gouverner le monde de la pêche à l'échelle locale, comme les amirautés ou en Méditerranée, ce qu'on appelait les prud'hommes. On pourra éventuellement y revenir pendant la discussion. Alors le schéma que je vous présente ici, j'espère que vous le voyez bien, oui, c'est assez gros. Ce schéma vise à résumer les dynamiques qui sont à l'œuvre au cours de ces 5 grands moments de réforme que je n'ai pas détaillés, mais sur lesquels je vais revenir progressivement. Et l'idée, c'est que ces moments de réforme, chacun de ces moments peut s'apparenter en quelque sorte à une sorte de controverse autour des normes à imposer pour assurer la conservation des ressources marines. Et comme vous le voyez, chaque résurgence de plaintes relatives à des abus, à des insuffisances de la réglementation,
c'est l'étape numéro 1, entraîne systématiquement des procédures d'enquête d'envergure variable, ça peut être à l'échelle locale ou régionale ou à certains moments à l'échelle nationale. Donc ça c'est l'étape 2. Procédures d'enquête qui vont déboucher en 3 sur des tentatives de réforme de la police des pêches, encore une fois à différentes échelles, nationales, régionales ou locales. Et l'un des épisodes les plus étudiés par l'historiographie, c'est notamment la tournée générale de l'inspecteur des pêches Lemasson du Parc, au cours des années 1720-1730, qui aboutit, comme premier résultat, en 1726, à la promulgation d'une déclaration royale pour le rétablissement de la pêche, qui était pensée comme une manière de compléter les lacunes réglementaires de l'ordonnance de la marine de 1681, qui elle-même était le résultat d'une vaste procédure d'enquête initiée par Colbert à la fin du XVIIe siècle. Donc, cette inspection des pêches des années 1720 vient à la suite d'une précédente conjoncture de réglementation à la fin du XVIIe siècle. Cependant, dans toutes ces conjonctures où on s'intéresse à la réforme de la police des pêches, le processus de fabrication de ces nouvelles normes ne s'arrête jamais avec l'élaboration d'une nouvelle réglementation. Et en réalité, les archives de la marine sont remplies de requêtes qui sont adressées aux autorités par les communautés locales pour négocier l'application de cette nouvelle réglementation en mettant en avant souvent son incompatibilité avec les spécificités locales propres à chacune de ces communautés, qui vont ainsi dénoncer le sacrifice de leurs intérêts particuliers, de leurs intérêts communautaires, au nom de l'intérêt général de la pêche. Et ainsi, donc ça c'est l'étape 4, des requêtes qui suivent une réforme qui elle-même avait pourtant été préparée en amont. Et ainsi, donc, ces procédures d'enquête destinées à préparer la réforme, donc celle de l'étape 2, sont en réalité suivies le plus souvent par des procédures de contre-enquête, s'appuyant parfois sur des expériences sur lesquelles je vais revenir. Et ces procédures d'enquête ont pour but d'aller examiner à nouveau sur le terrain la légitimité des réclamations faites par les communautés et vont avoir pour but, le cas échéant, d'adapter, d'assouplir ou de compléter localement les normes de portée générale qui avaient été imposées précédemment par le législateur. Et donc ça, c'est l'étape 5. Et en résumé, donc, la régulation de la pratique de la pêche repose sur un mode de gouvernement spécifique qui repose lui-même sur une dialectique entre des pratiques d'enquête et des pratiques de requête, qui invite ainsi à placer l'accent sur les interactions continuelles et conflictuelles entre les gouvernants d'une part, et d'autre part les gouvernés, qui, au nom d'une certaine normativité locale, vont revendiquer le droit d'être en mesure de juger l'opportunité des normes que leur impose l'administration centrale. Et vont également revendiquer le droit de demander des modifications de ces normes afin de les rendre plus adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts particuliers. Alors pour essayer de vous présenter plus concrètement le fonctionnement de cette sorte de machine à produire du droit et des archives, je vais me concentrer maintenant sur la dernière des conjonctures de réglementation dont je vous ai parlé, à savoir celle qui se déroule sous le Second Empire, dans le sillage des décrets du 4 juillet 1853 sur l'exercice de la pêche côtière, conjoncture de réglementation qui va en fait s'étendre jusqu'aux dernières années du Second Empire, à la suite de nombreuses réclamations faites par les pêcheurs dès la mise en application de ces décrets. Pourtant, comme toutes les réformes précédentes, ces décrets de 1853 avaient justement pour but explicite d'arrêter la machine à l'étape 3, c'est-à-dire de produire une réglementation nouvelle et acceptée par tous. Et donc de trancher définitivement tout un ensemble de controverses autour des pratiques de pêche qui n'avaient pas été réglées depuis l'ordonnance de la marine de 1681. Qui avait été d'autant moins réglé qu'entre-temps, de nouvelles pratiques s'étaient introduites, s'étaient diffusées, comme par exemple ce qu'on appelle les arts traînants, c'est-à-dire toutes ces techniques qui vont consister à traîner des filets sur le fond de la mer et qui étaient à l'origine de nombreux conflits durant la période. Et donc à l'origine de cette nouvelle réforme de 1853, il y a le constat d'un dépérissement de la pêche, c'est un constat qu'on retrouve à chaque fois à l'origine de ces tentatives de réforme. Et ce dépérissement était dénoncé dans de nombreuses requêtes dès les années 1840
Et il est résumé par un administrateur de la marine que je vous cite, dans la mesure où on voit bien tous les aspects. Donc c'est un administrateur qui écrit 30 ans plus tard, je le cite, « Stérilité toujours croissante de la plupart des fonds de pêche, abandon très accentué de l'industrie de la petite pêche, misère générale des populations riveraines causée par la rareté et la cherté du poisson. Tels étaient, en 1850, les résultats de 35 années de licences et d'abus de tout genre. » Et c'est donc pour tenter de répondre à cette situation, et pour tenter d'y répondre une fois pour toutes, qu'émerge l'idée d'un nouveau règlement général de la pêche côtière, dont l'élaboration est confiée en 1849 à une commission composée de différents hauts administrateurs, notamment de la marine, et qui est présidée par le député à l'Assemblée Chaslou Loba, celui qui deviendra par la suite ministre de la Marine. Et donc la préparation de cette nouvelle réforme est en fait un processus en 2 temps. Dans un premier temps, les membres de cette commission formée en 1849 se sont appuyés sur 2 grandes enquêtes menées dans les années 1810 et 1820 qui visaient déjà à compiler les usages locaux en matière de police des pêches, afin de les harmoniser dans le cadre d'une ordonnance générale. Mais cette ordonnance des années 1820 est restée à l'état de projet jusqu'en 1846, date à laquelle un nouvel administrateur essaye de proposer un nouveau projet de règlement général sur la pêche. Et c'est sur la base de ce projet de 1846 que cette commission formée en 1849 va travailler et va finir par proposer à son tour un projet qui, cette fois-ci, va être adopté par le Conseil d'État en 1851 et qui devient ensuite la loi du 9 janvier 1852, dite loi sur l'exercice de la pêche côtière, qui est en fait une loi cadre qui va définir les juridictions compétentes en matière de pêche et qui va également abroger toute la production réglementaire qui s'était accumulée au fil du temps. Donc on fait une sorte de table rase et on recommence. Cependant, donc, la Commission reconnaît dans son préambule de cette loi de 1852 que l'exercice de la pêche est soumis à des conditions locales si diverses qu'il exige des mesures de police trop nombreuses et trop variées pour pouvoir être converties en articles de la loi. Et cette loi de 1852 va donc remettre au pouvoir exécutif, autrement dit à l'administration, le droit d'édicter des mesures particulières sous la forme de règlements. Et ces décrets de 1853, du 4 juillet 1853 dont je vous ai parlé, sont donc le résultat d'une deuxième étape que résume bien l'un des membres de la commission, le commissaire général Debon, dont je vous cite l'exposé de la législation sur les pêches côtières de 1875. Je vous en cite un extrait parce qu'il résume bien, c'est celui que j'ai reproduit ici, le processus de création de cette nouvelle réglementation. Donc je le lis. Aussitôt que la loi de 1852 eut été promulguée, donc cette loi cadre dont je viens de parler, le département de la marine s'occupa activement de la préparation des règlements particuliers qui, d'après cette loi, devaient déterminer pour chacun des arrondissements et des sous-arrondissements maritimes les nombreuses prescriptions de détail à imposer aux pêcheurs dans l'intérêt du bon ordre et de la conservation du poisson, c'est-à-dire dans leur propre intérêt. Dans chaque quartier de l'inscription maritime, une commission formée des hommes les plus compétents procéda, conformément à des instructions très détaillées émanant du ministère, à la confection du règlement local. Elle prit pour base de son travail les études déjà faites de la même manière en 1816 et en 1821. Elle les révisa avec soin en tenant compte de l'expérience acquise et des besoins nouveaux. Elle entendit toutes les observations que les intéressés, c'est-à-dire les pêcheurs et les armateurs, ou les personnes ayant des connaissances spéciales sur la matière, voulurent lui présenter, et finalement, elle adressa son projet au préfet maritime de l'arrondissement. Bon, je ne continue pas, je passe, mais en résumé, ces décrets de 1853, qui vont s'appliquer à chacun des grands arrondissements maritimes, il y en avait 4 pour l'Atlantique, sont le résultat d'une sorte de grand débat sur les normes, on pourrait dire, débat qui était censé garantir un certain équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers des communautés locales, et qui visait donc à produire une sorte de consensus autour de cette nouvelle réglementation de la pêche. Sauf que la mise en application à partir de l'été 1853 de ces décrets a déclenché en réalité une véritable marée de pétitions, on les compte par centaines mais même par milliers dans les archives de la marine, pétitions adressées dans un premier temps au ministre de la Marine puis à l'empereur pour demander, je cite l'une de ces pétitions,
un examen nouveau et approuvé de la question, comme si les vannes ouvertes par cette procédure de consultation de l'année 1852 ne s'étaient en réalité pas totalement refermées. Et il s'avère que ces pétitions vont déboucher, comme lors des précédentes conjonctures de réglementation dont je vous ai parlé, sur la nomination de contre-enquêtes chargés de se rendre sur le terrain pour examiner au cas par cas si ces réclamations des pêcheurs sont fondées, sont légitimes, et si, le cas échéant, il faudrait aménager la réglementation générale pour l'adapter aux particularités locales. Donc, en résumé, il s'agissait de produire une nouvelle réforme définitive, et on s'aperçoit en fait que ce processus de négociation perpétuelle continue. Et on est donc là, j'en passe à mon troisième point, dans cette première partie, on est là face à une forme de gouvernement spécifique que les sources contemporaines invitent à théoriser comme un art du gouvernement qui serait un art du ménagement. Je vais m'expliquer. Cette catégorie du ménagement est employée par les acteurs eux-mêmes. On la retrouve très fréquemment dans les archives depuis le début du XVIIIe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et cette catégorie du ménagement, on la retrouve également dans les dictionnaires d'époque où elle va renvoyer à trois choses en particulier. Elle va renvoyer tout d'abord à l'idée du gouvernement des affaires domestiques, du gouvernement du ménage. Ce qui invite ici à faire un rapprochement avec une notion qu'on trouve également dans les sources, qui est la notion d'oikonomie, au sens de gouvernement de l'oikos, de la maisonnée, qui était souvent mobilisée dans les archives sur la pêche parce qu'on parlait de l'oikonomie des pêches ou des principes d'oikonomie qui devaient régler la conduite de la pêche. Et cette idée de gouvernement des affaires domestiques, on peut aussi la rapprocher de la notion de management en anglais, dont dériverait le ménagement, enfin dont le ménagement serait un ancien terme, et ici au sens de gestion, le management comme gestion, et on parle d'ailleurs aujourd'hui du fisheries management, donc de la gestion des pêches. Ce terme de management, ça c'était le premier ensemble de significations, il renvoie également à l'idée d'user des choses avec économie, ce qui ici fait directement écho à la notion de conservation des ressources qu'on trouve également dans les archives. Et enfin, troisième grande signification, le terme déménagement renvoie à l'idée de manier ou de conduire avec adresse, de conduire avec prudence, avec circonspection, ce qui implique donc de conduire les affaires avec des soins, des attentions particulières, en prenant des précautions, des mesures très fines. Et en gros, derrière ce troisième sens, il y a l'idée de concilier des intérêts opposés et de trouver un juste milieu entre ces intérêts. Et ce qui me frappe et qui m'invite à creuser dans cette direction, c'est que ces différents sens du mot ménagement ou du verbe ménager se retrouvent non seulement très fréquemment dans les sources, mais par ailleurs s'y retrouvent et sont appliqués à la fois aux populations marines, les poissons et plus généralement leur milieu de vie, l'environnement marin, donc appliqués aux populations marines, mais également aux populations maritimes. Et ici, ça va désigner les pêcheurs, les gens de mer. Par exemple, les mesures de police des pêches vont avoir pour but, ça c'est une expression qu'on trouve dans les sources, de ménager les poissons ou de ménager les fonds de la mer, dans l'idée de conserver la ressource ici. Mais ceux qui préconisent ces mesures de conservation vont pouvoir reconnaître dans le même temps la nécessité de prévoir des aménagements de la réglementation. Et ici, ils vont invoquer l'idée qu'il faut ménager les pêcheurs et donc ne pas trop leur nuire par une réglementation qui serait trop sévère. En sachant que derrière cette idée de ménager les pêcheurs, il y a aussi l'idée que le pêcheur est une ressource en soi à cette époque, dans la mesure où il était amené à servir, à servir dans la marine de guerre. Et l'un de ceux qui décrit le mieux, à mon sens, l'art du gouvernement de la pêche comme un art du ménagement, c'est quelqu'un qui s'appelle Tiphaine de la Roche, qui écrit en 1760 une histoire économique des mers occidentales de France, qui est en fait un traité sur la police des pêches, dans lequel ce Tiphaine de la Roche plaide pour une réforme qu'il qualifie de sage et prudente de la réglementation. Et je vous cite rapidement cet extrait qui me paraît vraiment intéressant. Il explique que malgré toutes les raisons que l'on a de réprimer le moindre abus, c'est-à-dire les pratiques de pêche abusives qui nuiraient à la ressource,
Il ne faut pourtant pas lier les pêcheurs au point de les réduire à ne pouvoir pratiquer leur pêche avec fruits. Et c'est ici que la plus grande sagacité ne serait peut-être pas suffisante pour balancer les raisons qui se présentent de part et d'autre. Et il continue, il explique, il y a tant à ménager, et on retrouve ce terme, et du côté du peuple trop peu pourvu de production marine pour qu'on puisse diminuer encore considérablement ses provisions, et du côté des pêcheurs qu'on ne doit pas réduire à l'inaction ou un travail infructueux, et du côté de la dépopulation des côtes qui demande un prompt remède qu'on ne sait trop quelle porte ouvrir ni quelle voie indiquer dans cette espèce de labyrinthe. Une juste compensation entre tous ces objets est difficile à apercevoir et c'est pourtant ce qu'il importe de saisir. Et en effet, il me reste 10 minutes. En effet, il existe une certaine contradiction inhérente à cette volonté même de réformer la police des pêches, puisque derrière cette idée de réformer la réglementation, il y a à la fois l'idée de conserver la ressource et l'idée de développer l'activité, donc de développer l'exploitation de la ressource afin de former davantage de marins et de fournir davantage de produits de la mer à la population. À ces contradictions s'ajoute par ailleurs tout un ensemble d'incertitudes qui demeurent à cette époque où les savoirs sur la mer, sur les ressources sont relativement peu développés, des incertitudes qui demeurent quant aux causes réelles des phénomènes de rareté ou de raréfaction de la ressource, auxquels il s'agit d'apporter des remèdes par l'instauration de ces mesures de réglementation. Et ici, c'est la raison pour laquelle la manière même dont la réglementation de la pêche est appliquée relève très largement d'une approche pragmatique et expérimentale. Et bien souvent, ces mesures, en effet, ne vont avoir d'autre but que de voir ce qui se passe si on interdit telle ou telle technique, si on applique telle ou telle méthode, si on ne pêche pas dans tel ou tel endroit, quitte à revenir plus tard sur la mesure en question si ces effets s'avèrent nuls ou contre-productifs. Et c'est par exemple ce qu'on peut constater à la lecture d'un rapport de 1738 au sujet de la drège, donc une technique de pêche traînante qui était jugée destructrice par le maçon du parc lors de sa mission d'inspection dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'il avait donc fait interdire par une déclaration royale de 1726. Et en 1738, on apprend que Sa Majesté, ayant égard aux remontrances qui lui ont été faites que depuis 12 ans que cette pêche a cessé, donc depuis la déclaration de 1726, depuis 12 ans que cette pêche a cessé, la marée, loin d'être à présent abondante comme on avait lieu de l'espérer, est encore devenue plus rare, et estimant qu'une expérience de quelques années pendant laquelle cette pêche pourrait être tolérée prouverait évidemment si la stérilité du poisson de mer doit être imputée à la cessation de la drège ou à quelque autre cause inconnue, elle pourrait se déterminer à lever cette interdiction pendant quelque temps, ce qui est acté quelques mois plus tard. Donc là, on a l'idée de suspendre une mesure qui n'a pas produit les effets escomptés pour essayer de voir ce qui va se passer si jamais on réintroduit une technique qui était jugée auparavant destructrice. Et ce sont donc ces contradictions, ces incertitudes qui vont permettre d'expliquer pourquoi la fabrique de la police des pêches relève de ce processus dynamique et conflictuel que je vous ai décrit, processus qui se produit par une renégociation quasi perpétuelle à l'échelle de 2 siècles de la réglementation entre les praticiens de la pêche, les pêcheurs d'un côté, et de l'autre, les praticiens de l'administration de la pêche, donc ceux qui vont gouverner les pêcheurs. Et c'est maintenant que j'en viens à mes expériences que j'avais annoncées en introduction, dans la mesure où c'est précisément dans ce contexte incertain qu'il faut replacer ces expérimentations, dans la mesure où il va s'agir pour l'administration, en faisant procéder à des expériences ponctuelles, d'essayer de concilier ces contradictions et de réduire ces incertitudes pour parvenir à trancher les conflits, les controverses qui ne cessent de s'élever autour de la réglementation de la pêche. L'idée que je voudrais développer ici, c'est que ces expériences relèvent d'un mode de gouvernement spécifique, que j'appellerais ici gouvernement par l'épreuve, et un mode de gouvernement qui, dès la fin du XVIIe siècle, mais peut-être auparavant, et en tout cas de plus en plus fréquemment à partir de la fin du XVIIIe siècle, va venir se brancher en quelque sorte sur ce mode de gouvernement plus ordinaire fondé sur l'enquête et la requête dont je vous ai parlé précédemment. Je reviens rapidement à mon schéma, mais on voit ici que les commissions de contre-enquête vont parfois s'appuyer sur des expériences pour documenter leur travail d'expertise.
Donc je reviens à ma deuxième partie. Donc le but de cette deuxième partie, qui sera la dernière, je vous rassure, c'est de vous donner une idée plus précise du contenu des rapports rédigés à la suite de ces expériences réalisées en mer ou sur les rivages, et plus généralement des usages de l'expérience faits dans le cours des controverses portant sur l'exploitation des ressources de la mer. En sachant que ce terme d'épreuve dont j'ai parlé quand j'évoquais l'idée d'un gouvernement par l'épreuve, ce terme d'épreuve au sens d'expérience décisive, qui vise à trancher des controverses, est un terme qui fait partie intégrante du vocabulaire de mes acteurs. Je vais y revenir, je vais en donner des exemples. Donc, je vais maintenant développer 3 cas qui correspondent globalement à 3 grands cas de figure dans lesquels les autorités centrales en charge de la pêche ont été amenées à envoyer des experts en mission sur les côtes pour procéder à tout un ensemble d'expérimentations. Voilà, le premier cas est pour Sylviane. Donc ce premier cas relève de ce qu'on pourrait appeler, premier cas de figure, une épreuve diagnostique. Enfin, en tout cas, c'est moi qui ai choisi de le qualifier ainsi. Et ici, il s'agit d'expériences menées au printemps 1786 dans le cadre d'une mission d'enquête dans la baie de Cancale, dont le but était de déterminer les causes du déclin de la ressource en huîtres dans cette baie afin d'y apporter des remèdes. Bon, je passe très rapidement sur cet extrait que je vous ai cité ici, que j'ai reproduit ici pour avancer un peu, mais l'idée était d'aller expertiser les causes de ce qu'on appelait la dépopulation des huîtres de la baie de Cancale. Et c'est pour cela que 2 experts en matière de pêche sont envoyés sur les lieux au printemps 1786. Le premier, c'est donc le commissaire de la marine Antoine Chardon, qui était membre du comité des pêches créé en février 1785 et qui est surtout connu pour avoir conduit une vaste mission d'inspection des amirautés entre 1780 et 1785, sur laquelle Sylviane a beaucoup travaillé. Et ce Chardon était accompagné d'un abbé, l'abbé d'Hicmar, qui était alors le correspondant au Havre de l'Académie des sciences et qui, lui, n'était pas un administrateur, mais était réputé pour ses recherches sur la reproduction des huîtres. Il avait écrit des mémoires à cette époque. Et donc ces 2 experts, Chardon et d'Hicmar, arrivent sur place au début du mois de mai 1786, et comme ils le relatent dans leur long procès-verbal de la dépopulation des huîtres dans la baie de Cancale, dont je vous ai reproduit la page de garde ici, qui est en fait un gros document, ils relatent qu'ils se sont aussitôt mis en contact avec le procureur du roi de l'Amirauté, afin de faire, je les cite, équiper un bateau commandé par un patron du pays, expert dans la pêche des huîtres. Et avec ce patron, ils partent en mer et vont procéder pendant plusieurs jours à des opérations de dragage sur les bancs huîtriers de la baie. Et le déroulement donc de ces opérations est consigné dans ce procès-verbal, dans lequel on retrouve notamment le récit des différentes expériences auxquelles ils ont fait procéder lorsqu'ils étaient à bord du bateau. Et on retrouve également les conclusions qu'ils ont tirées de ces expériences. Je vous en cite juste un extrait assez révélateur. « Nous n'avons trouvé au surplus, dans le résultat de tous les coups de drague qui ont été donnés, que très peu d'insectes marins destructeurs de l'huître. D'où il semble que l'on doit conclure que la dépopulation de l'huître de la baie de Cancale doit être principalement attribuée à la manière dont on pêche. » Et il s'agit, autrement dit, d'un problème de police, nécessitant ainsi l'imposition de mesures de conservation que ces 2 experts vont en l'occurrence préconiser dans un projet de règlement visant à rétablir dans la baie de Cancale l'abondance des huîtres, dont elle n'est privée que par la trop grande quantité qu'on en a pêché et la manière abusive dont on en fait la pêche. Projet de règlement donc, qui est reproduit ici, qui se voit acté 2 ans plus tard par un arrêt du Conseil d'État du roi du 20 juillet 87, portant donc règlement sur la pêche des huîtres dans la baie de Cancale. Et ici, donc, la procédure d'expertise débouche donc sur l'élaboration de nouvelles normes censées encadrer les pratiques. Cela dit, l'objet initial de l'expérience, ce qu'il s'agissait d'étudier, d'expérimenter ou d'éprouver, c'était bien les huîtres de la baie. Et autrement dit, donc, il s'agissait d'une expérience naturaliste portant sur une espèce naturelle dans son milieu naturel. Et de ce point de vue, cette épreuve que j'ai appelée diagnostique peut être distinguée de 2 autres types d'épreuves. D'une part, des épreuves tests qui vont porter quant à elles sur les pratiques de pêche, c'est-à-dire sur les techniques, les outils employés par les pêcheurs pour essayer de déterminer les effets de ces techniques. Donc on va tester des engins de pêche.
Et deuxième et en fait troisième type d'épreuves, des épreuves sanctions, qui vont porter quant à elles ni sur la nature, ni sur les pratiques de pêche, mais en quelque sorte sur le droit lui-même. Dans la mesure où ce qu'il va s'agir d'éprouver cette fois-ci, ça va être les techniques de pêche telles qu'elles sont régulées par les usages, les règlements locaux, la législation. Il va s'agir de déterminer par des expériences si les mesures de police des pêches imposées par la réglementation sont ou non efficaces. Ce sera plus clair quand je présenterai l'exemple. Donc mon deuxième cas donc, est une série d'expériences de chalutage réalisées sur les côtes de la Manche, alors d'abord en 1818, puis en 1822, dans le cadre d'une très longue controverse qui oppose les partisans du chalut aux détracteurs de cette nouvelle technique de pêche, qui était considérée au début du XIXe siècle par tout un ensemble de pêcheurs, mais aussi d'armateurs, comme une technique destructrice, dont l'utilisation aurait été la cause principale de ce que les contemporains appelaient le désempoissonnement des côtes ou la dépopulation des océans. Parce que cette technique dévasterait les fonds et surtout ne serait pas sélective, emporterait à la fois des poissons matures et des poissons immatures. Et la première de ces deux séries d'expériences est réalisée au début de l'année 1818 et visait à constater les effets de cette technique du chalut que ces détracteurs voulaient voir interdit par l'administration de la marine. Alors on ne dispose pas du procès-verbal de cette première expérience de 1818, mais on sait qu'elle a eu lieu au Havre, donc en Normandie, sous la supervision de plusieurs administrateurs de la marine, en présence de représentants de pros, du parti des pros et des anti-chaluts, qui étaient venus des différents ports qui s'opposaient autour de cette technique à cette époque. Et on sait enfin que cette première série d'expériences a permis de démontrer le caractère relativement inoffensif de cette technique. En tout cas, c'est ce qui ressort des rapports qui ont été écrits par les administrateurs à ce moment-là. À la suite de ces expériences, une commission locale s'est donc chargée de préparer le texte d'une ordonnance promulguée le 13 mai 1818 qui détaille précisément le poids, la forme et les usages d'un chalut réglementaire qui va désormais pouvoir être légalement employé sur les côtes de la Manche puisque l'expérience a prouvé qu'il ne serait pas destructeur pour les ressources. Et on a donc là une épreuve test qui visait à éprouver les effets de cette technique du chalut, en sachant que, évidemment, les résultats de cette expérience n'ont pas satisfait le parti des opposants au chalut, puisque ceux-ci réclamaient non pas la régulation de cette technique, l'ordonnance de 1818 qui a été produite à la suite des expériences, mais eux, ils réclamaient son interdiction pure et simple. Et donc, à partir du moment où cette ordonnance est produite, en 1818, ces anti-chaluts vont par conséquent s'efforcer de démontrer, dans des mémoires qu'ils envoient au ministre de la Marine, puis au Conseil d'État, de démontrer le caractère néfaste non plus de la technique du chalut en général, mais du chalut tel qu'il est réglementé par cette nouvelle ordonnance de 1818. Autrement dit, le processus ouvert par la controverse initiale a tendance ici à déborder sur de nouveaux objets, et ici il déborde sur non plus les effets de la technique en elle-même, mais sur l'opportunité des mesures adoptées en 1818 pour réglementer cette technique. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle mission d'enquête est finalement confiée à un commandant de vaisseau de la marine. Mission d'enquête qui va consister d'une part à vérifier par des patrouilles en mer que l'ordonnance de 1818 est applicable et qu'elle est appliquée par les pêcheurs, et d'autre part à procéder à de nouvelles expériences pour comparer différents modèles de chalut et évaluer les effets sur les fonds de la ressource du chalut réglementaire défini par l'ordonnance de 1818. Alors comme le temps passe, je vous épargne le détail de cette seconde expérience et j'en arrive à la conclusion qu'en tire le commandant de vaisseau qui avait été chargé de procéder à ces expériences. Il écrit « Ainsi tombe devant des faits matériels, devant des preuves irrécusables, le reproche constamment adressé au chalut actuel de labourer les fonds, d'arracher les herbes marines, de ramasser les rochers, de rapporter du poisson de mauvaise qualité, de retenir le frais et le fretin, etc. » Ainsi ressortent les avantages dus à l'ordonnance de 1818, dont les dispositions, longuement discutées dans les assemblées tenues au Havre en 1818, ont réglé un mode d'installation du chalut qui offre aux pêcheurs une exploitation productive pour le présent et sans danger pour l'avenir.
Et ce même militaire qui avait été chargé de procéder à ces expériences va qualifier ces expériences d'épreuves qui étaient, selon lui, destinées à imposer silence aux interprétations de localité et après lesquelles il ne serait plus possible de rien ajouter au volume écrit à ce sujet. Donc là, il y a vraiment l'idée de clore, de trancher une controverse définitivement par le recours à une expérience technique. Et donc c'est la troisième catégorie d'expérience, une épreuve sanction. Alors, il me reste combien de temps, Sylviane? 5 minutes? Bon, alors je vous décris quand même mon dernier cas d'expérience parce que c'est un peu mon préféré. Donc c'est également une épreuve sanction, donc qui va porter sur la réglementation, l'opportunité de la réglementation. Et ici, il s'agit d'une série d'expériences conduites dans le cadre d'une mission d'enquête relative à une technique de pêche qui était connue sous le nom de bas parc. C'est ce que vous avez représenté ici, mais c'est un peu sombre. C'est une technique de pêche pratiquée directement sur le rivage qui, très simplement, consistait à installer des filets de manière à ce que le poisson se retrouve piégé quand la marée se retire. Et cette mission, qui était très répandue, notamment sur l'ensemble des rivages, mais donc ici c'est les rivages du Boulonnais et de la Picardie, où on voit sur cette représentation que l'ensemble du rivage était occupé par les riverains qui pêchaient sur le rivage. Et donc cette mission d'enquête relative au bas parc est accomplie durant l'automne 1855 par un capitaine de frégate et un commissaire de la marine, envoyés sur les côtes du premier arrondissement maritime pour examiner la légitimité des réclamations exprimées par les pêcheurs utilisant cette technique à la suite du décret de 1853 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on est 2 ans après le décret de 1853 et des pétitions ont été envoyées au ministre puis à l'empereur. Et en l'occurrence, les pétitionnaires réclamaient contre un article en particulier du décret, à savoir l'article 161 du décret de 1853, qui fixait la maille des filets tendus sur leur bas parc à 5,4 cm² au minimum, de manière à pouvoir laisser s'échapper les poissons qui n'avaient pas la taille réglementaire et pouvoir laisser s'échapper donc les petits poissons, le frais, etc. Donc c'était une mesure de conservation. Et ces pêcheurs n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle taille de maille et demandaient dans leur pétition un nouvel examen de la question et la nomination d'une commission d'enquête pour venir constater sur place, d'une part, c'est ce qu'ils avançaient, que la pêche avec une maille aussi grande était économiquement impossible, puisque tout le poisson pouvait s'en échapper, et d'autre part, ils demandaient à ce que la commission vienne vérifier que les mailles plus petites qu'ils avaient coutume d'utiliser ne nuisaient pas à la reproduction du poisson. Donc ils voulaient en gros conserver leurs installations, leurs bas parcs, dans la forme qu'ils avaient l'usage, dans la forme qui était définie par des usages qu'ils qualifient d'immémoriaux, etc. Et partant de là, donc, partant de ces revendications, l'objectif fixé aux 2 experts missionnés en 1855 était donc d'étudier le degré de nocivité de ces bas parcs et de déterminer, donc je cite la dépêche qu'ils ont reçue, dans quelle mesure on pourrait faire droit aux demandes des pêcheurs. Donc là, il y a quand même l'idée de reconnaître, en tout cas d'examiner la légitimité des plaintes des pêcheurs. Et pour répondre à cette mission qu'on leur avait donnée, ils ont procédé pendant plusieurs mois, et en différents lieux de la côte, en gros entre Dunkerque et Saint-Valery-sur-Somme, à des dizaines d'expériences avec des bas parcs qu'ils expliquent avoir eux-mêmes conçus et utilisés. Et ces bas parcs, ils les qualifient de parcs d'épreuve. On retrouve cette idée d'épreuve, d'éprouver les choses. Ils les qualifient aussi parfois de systèmes de parcs. Et il s'agit en effet de dispositifs expérimentaux qui consistaient à monter, donc c'est ce que vous avez représenté ici. Donc il y a des dizaines de schémas tout au long de ce rapport qui fait lui-même une 60aine de pages, donc qui est d'une écriture très fine, très détaillée. Et le but de ces systèmes de parcs, c'était de monter plusieurs filets avec des mailles différentes sur un même parc pour pouvoir compter et mesurer les poissons retenus à chaque niveau. Donc là, vous voyez mal, mais par exemple, dans ce filet à maille de 4,5 cm², ils ont capturé 2 flètes de 17 cm, etc., etc. C'est exactement l'Ifremer avant l'heure. Et ces expériences leur permettent ainsi d'arriver finalement à 3 conclusions principales. Première conclusion, leurs expériences prouvent que les réclamations des pêcheurs sont fondées
dans la mesure où la pêche est effectivement économiquement impraticable avec des mailles de 5,4 cm², puisqu'ils ont observé que dans toutes leurs expériences, quand ils utilisaient des mailles aussi larges que 5,4 cm², la plupart du poisson s'en échappait. Et ils pouvaient constater combien de poissons s'en étaient échappés, puisqu'il était retenu par le réseau de mailles suivant. Cependant, donc ils reconnaissent la légitimité des plaintes. Cependant, ils expliquent que, je les cite, leurs observations sur toute la côte et des épreuves répétées dans plusieurs quartiers les conduisent cependant à reconnaître que les bas parcs à mailles de 4 cm employés par les riverains avant le décret de 1853 doivent être prohibés en principe, car elles arrêtent elles-mêmes une trop grande quantité de poissons du premier âge pour qu'il soit possible d'en admettre l'emploi réglementaire. Donc deuxième conclusion, les revendications des pêcheurs sont fondées, mais on ne peut pas non plus les laisser pêcher comme ils pêchaient auparavant parce que c'était une technique trop destructrice. Et du coup, le but de leurs expériences va être d'essayer de trouver la maille idéale, de se prononcer, comme ils le disent, sur la dimension des mailles avec laquelle la pêche deviendrait praticable sans être dangereuse. Ce qu'ils appellent une maille éprouvée. Et ainsi, après avoir testé différentes tailles de mailles intermédiaires, donc je vous passe le détail de toutes ces argumentations, toutes ces expérimentations, ils en arrivent à la conclusion suivante, je vous la cite: « Toutes nos observations, toutes nos expériences nous amènent enfin à regarder les bas parcs à mailles de 4,5 cm² à l'état humide comme sans noctuité, au moins du point de vue de l'empoisonnement de la côte. » Donc une taille de maille intermédiaire qui est reconnue 2 années plus tard par un décret du 13 juin 1857 qui vient acter donc les mesures prises à la suite de ces expériences. Donc pour conclure très rapidement, ces différents cas invitent ainsi à concevoir cette fabrique de la police des pêches comme un processus de négociation des normes entre ceux qui exploitent la mer et ceux qui la gouvernent. Cela dit, c'est une réserve importante, il ne faudrait surtout pas minimiser le caractère profondément asymétrique des rapports de pouvoir entre ces deux groupes d'acteurs. D'autant plus que les pêcheurs appartenaient à une catégorie spécifique de la population, qui était la catégorie juridique des gens de mer, qui était dotée d'un statut d'exception et qui était placé sous la tutelle de l'administration de la marine. Donc ça, c'est un point qui est important de souligner. Par ailleurs, et c'est pour plutôt dégager des perspectives et résumer ce qui aurait pu être une troisième partie de cet article, on peut repérer tout au long de cette période de 2 siècles tout un ensemble de processus qui vont conduire à une disqualification progressive des savoirs locaux produits par les pêcheurs eux-mêmes. Et en effet, il me semble que ce qu'on observe à l'œuvre dans le monde de la pêche entre la fin du XVIIe et la fin du XIXe siècle, c'est en quelque sorte une disjonction de plus en plus marquée entre l'échelle à laquelle on exploite la mer, l'échelle à laquelle les pêcheurs vivent, et l'échelle à laquelle on va gouverner la mer, produire des réglementations, etc. Phénomène donc de disjonction entre ces deux échelles qui s'est accompagné au fil du temps d'une démarcation de plus en plus nette entre d'un côté les pêcheurs, qui vont devenir les praticiens du métier, et parfois être désignés dans les sources du XIXe siècle comme des hommes pratiques, c'est une expression qu'on retrouve. Donc d'un côté les praticiens du métier, et de l'autre un groupe composite de praticiens de l'expertise, autrement dit donc un groupe d'experts, qui quant à eux vont parfois être désignés dans les sources comme des hommes spéciaux, au sens où ils seraient détenteurs de connaissances spéciales sur la pêche, connaissances que donc ne posséderaient pas les pêcheurs eux-mêmes. Et donc 3 choses importantes qui me paraissent importantes à souligner, et ce sera vraiment ma conclusion. La première, c'est qu'on a vu apparaître très rapidement avec la figure de l'abbé d'Hikmar, une figure du savant naturaliste. Cela dit, il faut souligner que la plupart des experts que j'ai pu retrouver dans mon corpus d'expérience sont dans leur grande majorité soit des administrateurs de la marine, des commissaires aux classes, puis des commissaires de l'inscription maritime, soit des militaires de la marine, des enseignes de vaisseaux, des commandants qui étaient affectés dans les stations navales qui avaient pour charge de surveiller la côte à cette époque. Deuxième chose que je souhaitais souligner en conclusion, c'est le fait que ces experts, donc ces administrateurs, ces militaires, se mettent progressivement à manier eux-mêmes les outils de travail des pêcheurs. C'est ce qu'on a vu avec ces experts qui construisent leurs propres filets. Donc là, ça se passe sur le rivage, mais j'ai aussi des cas qui se passent en mer où des commandants de vaisseaux de la marine se mettent à utiliser des dragues pour faire des missions d'expertise scientifique.
Et ainsi, donc, ces experts qui se mettent à manier les outils font que ces outils deviennent progressivement des outils non plus du travail des pêcheurs, mais des outils de travail d'expertise, autrement dit des sortes d'instruments scientifiques destinés à produire des nouveaux savoirs en matière de régulation environnementale. Et enfin, dernier point, ces experts sont en réalité des acteurs de terrain qui participent à la régulation ordinaire du monde de la pêche et qui vont ainsi contribuer, c'est ce que j'essaye de développer en ce moment, qui vont contribuer à l'institutionnalisation d'une gestion instrumentée et expérimentale des ressources de la mer. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience au sens d'épreuve que je vous ai présentée aujourd'hui n'est que l'une des formes de l'expérience que l'on peut identifier à travers les sources et qui étaient en usage dans le monde de la pêche. En sachant que ces expériences épreuves constituent une forme relativement exceptionnelle, en tout cas ponctuelle, d'expérimentation, qui s'inscrit en réalité dans tout un éventail de pratiques expérimentales plus ou moins ordinaires, dont l'objet n'était pas la résolution des controverses, comme les cas que j'ai développés aujourd'hui, mais qui pouvaient servir à conserver les ressources. Par exemple, à partir du 19e siècle, on va draguer très régulièrement, enfin chaque année, les bancs huîtriers pour savoir lesquels peuvent être mis en exploitation, lesquels doivent être mis en réserve. Tout un ensemble également de pratiques d'expérimentation qui vont servir à domestiquer certaines espèces. Là encore, c'est le cas de l'huître et de l'invention de l'ostréiculture, ou encore à améliorer et à développer de nouvelles techniques. Voilà, donc je m'arrête ici. Merci beaucoup, Romain.